Bonjour à tous, nous sommes le samedi 9 mars 2024. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les grands faits de l'actualité de ce samedi. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a parrainé la finale de la Coupe de Djibouti à Lissabié. Dans l'actualité également, les Djiboutiens se préparent à accueillir le mois béni du Ramadan. En nouvelle du monde cette fois et concernant Gaza, 5 morts après le largage de colis d'aide humanitaire, c'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était le titre place au développement. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a remis hier soir le trophée tant convoité de la Coupe de Djibouti au capitaine de l'équipe victorieuse, en l'occurrence Arta Solar. Cette première édition décentralisée de la compétition a été un grand succès, symbolisant également un tournant majeur pour le foot de notre pays. Lors de la cérémonie de remise des trophées, le Premier ministre a souligné l'importance de la décentralisation de la Coupe de Djibouti pour l'avenir du sport national. Cette initiative historique ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour le football dans notre pays en encourageant la participation et l'engagement des communautés locales. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la victoire d'une équipe, mais aussi le triomphe de l'unité et de la fierté nationale, a déclaré le Premier ministre. Les festivités se sont donc poursuivies avec les discours élogieux des représentants des équipes participantes, mettant en avant l'esprit de fair play, de compétition saine qui a animé le tournoi. Les supporters venus en masse pour soutenir les équipes favorites ont exprimé leur joie et leur gratitude pour cette organisation. Cette soirée a été mémorable, un moment historique pour le foot djiboutien marquant le début d'une nouvelle ère de développement d'excellence du sport national. Et à l'issue de cette remise de trophées, nous avons recueilli les impressions du ministre du Commerce et ministre des Sports par intérim. Un très bon match, nous sommes très heureux. Les Asséjog et Benijog sont très heureux parce que c'est la première finale pour la première fois qui a été jouée dans une région de l'intérieur. Et Al-Sabir était la ville qui a été choisie en premier. Nous sommes vraiment très heureux. Je félicite aussi l'ensemble de la population de la région d'Al-Sabir qui sont venus massivement à assister, à regarder le match. L'équipe, je félicite également l'équipe Arta Solar qui a gagné la finale. Et je souhaite Ramadan Moubarak à l'ensemble de la population djiboutienne, notamment notre président, M. Ismaël Merguele, qui a érigé le football national, notamment le football de la région d'Al-Sabir, qui est la ville du sport. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed nous a également livré ses impressions. Aujourd'hui, à la finale de la Coupe de Djibouti, et c'est la première fois que cette finale a été décentralisée. Et c'est la première fois que c'est la région d'Al-Sabir qui a eu la prime d'organiser cette finale. Et c'est une très bonne chose et ça doit continuer. Là, je dois féliciter l'équipe AS Solar Arta qui n'a pas démérité et qui a remporté la finale par 3-0. Mais ce n'est qu'une étape. Il faut qu'il continue à progresser. Par contre, l'équipe du GR doivent aussi travailler encore plus fort pour être encore champion. L'équipe féminine qui a remporté aussi la coupe finale de FAD, une équipe qui n'a pas démérité, qui a mérité de gagner cette coupe. Et j'espère qu'ils vont continuer. La Fédération de football, le secrétaire d'État qui a organisé effectivement cette coupe ici aussi. Merci. Et à l'avènement du mois béni du Ramadan, comme je vous le disais dans les titres, la RTD vous a préparé un reportage sur le mois béni du Ramadan, mais aussi les bienfaits du jeûne.
Chaque année, les musulmans du monde entier accueillent le mois du Ramadan alors que la terre assoiffée reçoit la pluie et que le patient reçoit le médecin qui lui prodigue des soins médicaux. À cet égard, la joie et le bonheur sont clairement visibles sur les visages des Djiboutiens avec l'avènement du mois sacré, considéré comme une opportunité de repentir et de changement, car les musulmans sentent qu'ils entament un nouveau voyage dans la purification de l'âme et le renouvellement de l'alliance avec Allah. Comme les autres musulmans, les Djiboutiens prennent l'initiative de créer une atmosphère favorable afin de profiter au maximum des particularités du mois sacré du Ramadan, telles que la prière, le jeûne et la lecture du Saint-Coran, ce qui contribue à renforcer la spiritualité, à se rapprocher d'Allah, le Tout-Puissant. Le président du Haut Comité du Fatwa, Cheikh Abdurrahim Mohamed Ali dit Shamsuddin, a indiqué que le Ramadan est considéré comme le mois de la transformation spirituelle, psychologique et sociale d'un musulman, de sorte que les musulmans du monde entier l'attendent chaque année avec nostalgie et disponibilité. Conformément au commandement d'Allah, les musulmans s'abstiennent pendant le jour du Ramadan de manger, de boire, des péchés et des transgressions afin de plaire à leur Seigneur tout-puissant et d'atteindre le noble objectif d'un important pilier de l'islam, à savoir le taqwa. D'autre part, le mois du Ramadan est une occasion en or de lire le Saint-Coran, de comprendre ses significations et dispositions, ainsi que de rechercher des connaissances et de la jurisprudence ou fiqh, en particulier dans les règles du Ramadan, ce qui renforce la foi du musulman. À cet égard, le président Fatwa a appelé une nouvelle fois les citoyens, les étrangers résidant à Djibouti, de respecter et d'observer le caractère sacré de ce mois sacré en adhérant aux directives émises par les autorités compétentes. Le président du Haut Comité du Fatwa a appelé les citoyens, les étrangers résidant à Djibouti à respecter et à observer le caractère sacré de ce mois sacré en adhérant aux directives émises par les autorités compétentes. Cheikh Abdulrahim Mohamed Ali dit Shamsuddin a souligné la nécessité de rester à l'écart des violations ou des mauvais comportements pendant les mois sacrés du Ramadan, appelant à la fermeture des restaurants, des cafés pendant la journée du Ramadan. Outre ce que nous avons mentionné, le mois du Ramadan renforce la communication sociale et la cohésion familiale, car la famille et les amis se réunissent pour prendre ensemble le repas du suhour et de l'iftar, ainsi que les valeurs de solidarité et de charité, car les gens donnent davantage le zakat et l'aumône et cherchent à aider les pauvres et les nécessiteux. Dans l'actualité également, il y a cette cérémonie de fin de stage à Lamia sous le haut patronage du ministre de la Défense Hassan Omar Burhan. L'Académie militaire interarmée Lamia a donc clôturé une cérémonie de fin de stage de formation des capitaines et des spécialistes. Après les salutations d'usage, le ministre de la Défense, Hassan Omar Burhan, et le général Zakaria Cheikh Ibrahim ont entrepris la revue de troupes composée d'élèves officiers issus de la première année, de la deuxième année et de la troisième année. Restreinte d'officiers supérieurs de l'état-major des armées formés. Le dispositif, il s'agit là de la cérémonie de remise des diplômes pour les lauréats ayant suivi des formations des capitaines et des cycles spéciaux. Cette cérémonie a réuni sur place plusieurs autorités civiles, militaires, tant djiboutiennes qu'étrangères. À noter la présence du SEMGA, le colonel de la gendarmerie nationale, le préfet de la ville, du président du conseil régional d'Arta. Rappelons que l'Académie militaire interarmée d'Arta est un projet national ambitieux né de la volonté politique du président de la République et chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh. Créé par décret présidentiel le 5 décembre 2007, l'Académie militaire interarmée d'Arta a été inaugurée officiellement
officiellement le 28 janvier 2010 par le président de la République. Cette académie est une institution militaire qui a pour vocation de former les officiers actifs des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale et de la garde-côte. askariyo inaad tahay taalkii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen moogtahay askariyo inaad tahay taalkii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen Et entamons la série des interventions. Le directeur de l'AMIA a dans son intervention rappelé que l'événement marque la clôture de 2 formations d'une importance capitale, cours de capitaine et cours de cycle spécial. وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منذرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Monsieur le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Monsieur le général chef d'état-major général des armées, Monsieur le préfet de la région d'Arta, Monsieur le président de la région d'Arta, honorables invités, aujourd'hui, nous sommes réunis pour marquer la clôture de 2 formations d'une importance capitale pour leurs forces armées. Cette cérémonie a pour but de rendre hommage aux lauréats du 2e stage de cours de capitaine ainsi qu'à la 5e promotion des officiers spécialistes. Le stage de cours de capitaine initié par arrêté présidentiel du 2 octobre 2022 illustre notre engagement stratégique à atteindre une autonomie de la formation de nos officiers au sein de nos institutions de défense et de sécurité. Entamé en 2023 avec 7 officiers stagiaires, dont 5 officiers de l'armée djiboutienne et 2 de la garde-côte. Ces stages visaient à transmettre à ces officiers les compétences tactiques et techniques nécessaires pour assumer le commandement d'une compagnie d'infanterie en toute confiance. Quant au 5e stage d'officiers spécialistes, débuté en septembre 2023, il s'est concentré sur le développement des compétences militaires de 8 stagiaires, dont 7 de l'armée djiboutienne et 1 de garde-côte. Cette formation des spécialistes avait pour but de former des leaders et des officiers à partir de stagiaires ayant déjà une spécialité ou une expérience professionnelle. J'ai saisi cette occasion pour rendre hommage à la vision et au leadership du général
de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, sans lesquels la réalisation de ces stages n'aurait pas été possible. Conclusion, ces formations témoignent de notre volonté d'atteindre une autonomie réelle dans la formation de nos cadres. Il est donc de notre devoir à tous salamiens de maintenir cet effort, de consolider cette indépendance et de contribuer à notre objectif stratégique commun. Je vous remercie de votre attention. Dans son intervention, le ministre de la Défense a rappelé l'impérieuse nécessité de l'éthique militaire, intégrité et respect des droits de l'homme dans l'accomplissement des devoirs des militaires envers leur patrie. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est un emprunt d'une profonde satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de la clôture des stages de formation des cours de capitaines et des officiers et spécialistes à l'Académie militaire interarmée d'Arta. En ma qualité de ministre de la Défense, je ressens une immense fierté à l'égard de chacun et de chacune d'entre vous pour avoir fait preuve d'un engagement indéfectible envers votre formation militaire, illustrant ainsi une détermination remarquable à acquérir les compétences et les connaissances indispensables pour devenir des leaders expérimentés au sein de nos forces armées. Votre résilience, votre sagacité et votre dévotion incarnent des vertus essentielles pour servir notre nation avec honneur et loyauté. En effet, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires sans précédent, les menaces auxquelles notre nation et notre région sont confrontées exigent les leaders militaires compétents, résilients et bien formés. Vous qui avez suivi avec succès ces stages êtes les premiers remparts de notre défense nationale en ces temps incertains. Votre qualité de futur commandant d'unité, officier et spécialiste, vous porterez sur vos épaules la responsabilité cruciale de diriger des hommes et femmes pour défendre votre patrie et de protéger votre peuple. Vous êtes non seulement les défenseurs de notre territoire, mais aussi les architectes de la paix et de la stabilité. Votre rôle s'avère primordial dans la préservation de la paix, de la stabilité dans notre région mouvementée. Récoutons ensemble cette fois l'intervention du ministre de la Défense. Les missions qui vous attendent seront ardues et exigeantes. Vous serez appelés à faire preuve de leadership, de sang-froid dans des situations de crise, à prendre des décisions rapides, éclairées et à protéger nos concitoyens avec détermination et bravoure. Votre formation est justement essentielle pour vous permettre de relever ces défis avec succès. Je vous exhorte à vous appuyer sur les enseignements et les compétences acquises au cours de ces stages pour relever avec détermination les défis qui se présenteront à vous.
Soyez conscients de l'importance de votre rôle et de l'impact que vous pouvez avoir sur la sécurité et le bien-être de notre nation. J'ai saisi cette opportunité pour vous rappeler l'impérieuse nécessité de l'éthique militaire, de l'intégrité et du respect des droits de l'homme dans l'accomplissement de vos fonctions. En tant que représentant des forces armées djiboutiennes, vous êtes tenu d'agir avec dignité, professionnalisme et compassion envers ceux que vous servez et protégez. En cette journée de clôture, je vous adresse mes plus sincères félicitations pour vos accomplissements et vos succès. Puisse vous considérer cette cérémonie comme le prélude à une nouvelle phase de votre parcours militaire, caractérisé par un leadership exemplaire, un service altruiste et un dévouement indéfectible envers notre nation. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers les instructeurs et le personnel de l'Académie militaire interarmée pour leur engagement et leur dévouement envers l'excellence dans l'éducation et la formation de nos futures générations de militaires. Pour conclure, je vous encourage à poursuivre votre quête d'excellence. Et comme à l'accoutumée, les lauréats se sont vus attribuer les mérites des efforts de détermination tout au long des formations dispensées. Le lieutenant Youssouf Issa Iye s'est classé deuxième avec une moyenne de 15,38. Le lieutenant Waberi Omar Ahmed s'est classé troisième de la promotion avec une moyenne de 15,21. Pour la promotion des cycles spéciaux, le sous-lieutenant Abdesalam Roble Waberi s'est classé premier avec une moyenne de 16,25. Le sous-lieutenant Abdelkader Abdullahi Yonis s'est classé deuxième avec une moyenne de 15,98. Enfin, le sous-lieutenant Mohamed Adambou s'est classé troisième de la promotion avec une moyenne de 14,66. Les trois premiers des chèques lauréats sortaient du rang. Nous allons passer à la remise des diplômes aux lauréats des deux promotions. tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi Certificat, la cérémonie se clôturait par un rafraîchissement et la traditionnelle photo de famille. Dans le reste de l'actualité, cette tournée du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Aligedi, dans la région nord du pays, eh bien, dans le cadre de sa tournée de 2 jours,
dans le nord du pays. Au premier jour de sa visite de terrain, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, accompagné de son collègue, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, et des hauts cadres de son département ministériel se sont rendus hier vendredi dans la matinée à Moulhlé et ensuite au chef-lieu de la région de Bok. Première étape de la visite du site d'implantation du projet d'envergure de développement et de production d'hydrogène vert à Moulhlé. Le ministre Younis Ali Guedi et Qassim Haroun Ali se sont rendus d'abord à Moulhlé pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet d'envergure de développement de production d'hydrogène vert lancé dans cette localité il y a quelques mois, et cela après un arrêt à Ghor-Angar, situé sur la route menant vers Moulhlé. Les deux ministres et leur délégation ont mis à profit leur passage dans cette localité en visitant le site qui abritera la future centrale solaire photovoltaïque de 60 kWh et qui sera implantée incessamment sous peu. La délégation a ensuite entrepris son chemin vers Moulhlé. Dès leur arrivée, ils ont été accueillis chaleureusement par le préfet de la région, par les parlementaires de la région, dont le député Ali Hamed Hassan et Kamil Hamed, par les autorités civiles et militaires et par une foule enthousiaste composée de sages, des hommes, des femmes de leur village. Les ministres se sont entretenus dans un premier temps avec les représentants de la population. Au cours des discussions, ils ont exprimé leurs doléances. En ce qui concerne les autres, en ce qui concerne la localité de Moulhlé et la prise de fonction du nouveau sous-préfet récemment nommé, il a indiqué que les aspirations de la population seront pleinement prises en compte par le gouvernement. Le ministre délégué Ensuite, en prenant la parole, le préfet a notamment indiqué l'importance que revêt ce projet pour la population locale. Et en prenant la parole à cette occasion, le ministre de la décentralisation a indiqué, notamment M. Qassim Haroun Ali, a pris la parole pour notamment rappeler qu'aujourd'hui nous nous trouvons à Moulhlé pour lancer un projet sous la supervision du ministre de l'Énergie. Ce projet revêt une importance stratégique pour notre pays car il permettra la création d'emplois au profit de la population. Le ministre a souligné que la localité est un grand petit avec l'établissement d'une école, d'un hôpital. Il a ajouté « Je connais très bien cette localité. Ce projet aura également un impact sur le plan social, bénéficiant non seulement pour la population locale, il permettra également d'apporter de l'électricité dans la région, mais aussi une usine de dessalement et qui servira à usage domestique. » Quant au ministre Younis Ali Guedi, il a rappelé l'importance que revêt ce projet pour la population locale. Un grand projet qui, nous espérons et nous souhaitons, Inch'Allah, va apporter beaucoup de khair et de développement dans la région de Bok, mais aussi à Moulhlé. C'est un projet d'envergure énergétique avec de l'hydrogène que vous avez déjà vu et que nous avons déjà entamé, que les mâts et les radars ont été construits, que le projet a été lancé depuis début décembre à Moulhlé. Nous avons commencé à collecter les données du vent et du solaire et pour une période de 2 ans qui suivront le projet d'envergure de 5 à 8 gigawatts de production d'hydrogène. D'hydrogène, parce que l'hydrogène aujourd'hui est l'énergie du futur. Et Djibouti veut aussi se positionner dans la production de cette énergie du futur. Et d'après les études qu'on a eues, la région du Nord, la région de Bok, a été spécialement choisie pour accueillir ces projets d'hydrogène.
En plus, nous aurons aussi, pour la production de l'hydrogène, des usines de grande capacité de dessalement d'eau de mer, qui aussi va contribuer aussi pour donner de l'eau potable à nos concitoyens de cette zone. Nous allons développer bien entendu l'agriculture, nous allons développer la pêche, nous allons développer le tourisme et nous allons aussi développer l'écosystème et l'économie de toute cette région du Nord avec ces projets dans les années à venir. Enfin, nous sommes venus aujourd'hui aussi pour voir l'état d'avancement et du commencement de la phase étude du projet qui commence et aussi discuter avec la population locale, discuter avec nos concitoyens, discuter de leur quotidien et de leurs problématiques pour pouvoir aussi solutionner du mieux qu'on peut pour les projets sociaux que ce projet d'envergure énergétique va apporter. Nous avons aujourd'hui le préfet de la région, les députés, le ministre de la décentralisation et moi-même. Donc nous voulons aujourd'hui vous écouter. Si vos doléances seront toujours les mêmes ou s'il y a des priorités, bien entendu, après le gouvernement va faire ses priorités pour ces projets d'impact sociaux. Et toujours dans le cadre de cette tournée, nous avons recueilli cette impression de participants à cette journée qui a notamment vu la participation du ministre de l'Énergie et du ministre délégué à la décentralisation. Avec le ministre de l'Énergie et l'entreprise CWP qui va développer le premier projet d'énergie verte pour le développement des hydrogènes verts. Nous sommes sur le site de Moulouhlé aujourd'hui où le système de l'ADAR a commencé. Et nous avons commencé aujourd'hui les premières mesures qui vont être prises pendant plus d'une année pour collecter les données de vent ainsi que les données d'irradiation solaire. Tout ça pour développer des grandes unités d'éolien et de panneaux solaires pour pouvoir alimenter la production d'hydrogène qui va être exporté comme produit. Ce projet de grande envergure va renforcer le développement à Djibouti, va renforcer l'énergie à Djibouti et va aussi développer la zone de Moulouhlé et Obok en général. Alors comme tout projet de développement d'énergie renouvelable et plus précisément d'hydrogène vert, il y a des impacts économiques et sociaux. Et pour notre projet Hayo, il y aura un impact économique bien évidemment pour le pays. Il y aura une diversification économique pour le pays. Non seulement cela, mais aussi un impact social consistant à la création d'emplois directs et indirects pendant toute la durée du vie du projet. D'ailleurs, aujourd'hui, avec l'installation des mâts de mesure, nous avons déjà 4 personnes locales sur site. Aussi, pour l'installation des mâts de mesure, nous avons eu recours à des entreprises nationales et en collaboration avec le ministère de l'Énergie. Voilà, donc il y aura bien évidemment d'autres impacts sociaux avec l'avancement du projet. Voilà, donc pour l'impact social, il y aura une création d'emplois, comme j'ai dit, sur toute la durée de vie de projet. Il y a également l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la région et des régions avoisinantes. Voilà, donc ça c'est juste un exemple de tout l'impact social du projet sur la région. Une cérémonie d'ouverture des 13e Jeux africains à Accra, une délégation des 54 pays africains participant aux 13e Jeux, ainsi que les spectateurs qui ont afflué ce vendredi 8 mars à Accra pour participer à cette cérémonie d'ouverture animée par des artistes ghanéens et africains. Une cérémonie somptueuse a unanimement été saluée par toutes les délégations. Lors de cette entame inaugurale, Djibouti n'a pas été en reste et la délégation constituée de sportifs, d'admirateurs vêtus de blanc ont défilé sous les vivas du public. L'honneur est revenu à Abdelkhere Asman, dernier champion national du 40 mètres du Sheraton. Après le champion défilé des 54 délégations, l'hymne de l'Union africaine, l'hymne olympique et l'hymne national de la République de Ghana ont donc été entonnés. Puis le président de la Commission de l'Union africaine a prononcé un mot de bienvenue avant que le président ghanéen annonce l'ouverture de la 13e édition des Jeux africains.
Sur ce, les Jeux sont officiellement ouverts. Où se déroule la cérémonie d'ouverture du jeu africain, de la 13e édition du jeu africain, qui regroupe 54 nations de l'Afrique, ainsi que 3538 jeunes athlètes. Notre pays participe au niveau de 4 activités qui regroupent la natation, le cyclisme, le judo et l'athlétisme, qui est une compétition phare dans notre pays. Tout d'abord, nous voulons remercier le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui est derrière tout ça, la politique de la jeunesse, la politique du sport, et qui mène à bien. Sans oublier notre secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, qui s'est déplacé ici pour voir l'état et la situation dont nous sommes été accueillis. Et on dit que merci beaucoup, Monsieur le ministre, on était bien accueillis, bien reçus. Et même au niveau des matériels, au niveau du financement, c'est notre ministère qui a pris en charge. Et pour cela, nous le remercions encore une deuxième fois. Les athlètes ici présents, ce sont des athlètes de l'équipe nationale de chaque discipline. Et nous l'espérons, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu, de remporter des médailles. Et on voudrait que le peuple djiboutien nous soutienne et se mette à côté de nous. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a signé un mémorandum d'accord avec la société d'investissement Hobio Port and Freight Zone, représentée par leur chairman Mohamed Ali Ouarsama, selon ainsi un partenariat prometteur pour l'intégration régionale et l'avenir économique de la région. Cet accord marque un jalon significatif dans la réalisation des objectifs de développement et démontre la volonté collective de propulser la région vers de nouveaux sommets de croissance et de prospérité. En unissant leurs forces, les parties impliquées soulignent leur engagement à exploiter pleinement le potentiel économique et à créer des opportunités durables pour ses habitants. Et nous clôturons l'actualité nationale par ce magazine. Eh bien, le groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, GAFIMOAN, la République de Djibouti, est depuis le 18 février en évaluation mutuelle dans le cadre de ce programme. De quoi s'agit-il? La réponse dans ce commentaire. Membre depuis 2018 du GAFIMOAN, le groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, la République de Djibouti est depuis le 18 février en évaluation mutuelle dans le cadre de ce programme. De quoi s'agit-il ? Le groupe d'action financière GAFI est une organisation intergouvernementale créée en 1989 par le G7. Son objectif principal est de définir des normes internationales pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il élabore des recommandations qui constituent les normes internationales en matière de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, évalue la mise en œuvre des recommandations par les pays membres et fournit une assistance technique à ces derniers. L'organisation compte 40 membres, mais au total, ce sont plus de 200 pays et juridictions qui se sont engagés à mettre en œuvre les normes du GAFI dans le cadre d'une réponse mondiale coordonnée visant à prévenir le crime organisé, la corruption et le terrorisme. Après les attentats du 11 septembre 2001, notre pays a déjà pris des mesures avec la création d'un comité national de lutte contre le terrorisme. En mai 2011, un cadre juridique avec l'adoption de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves sera mis en place. En août 2023, le cadre institutionnel chargé de la lutte contre le terrorisme sera réorganisé. C'est donc tout naturellement que Djibouti appartient au groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de par les objectifs communs qu'ils ont toujours
mesures partagées. Avant de lancer le processus d'évaluation mutuelle, le pays sous évaluation conduit une auto-évaluation intitulée « Évaluation nationale de risque » afin de dresser un état des lieux de son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une phase qui a démontré le niveau exceptionnel d'engagement de Djibouti. Un engagement au sommet de l'État parce que les enjeux pour Djibouti sont cruciaux pour conserver sa réputation financière et rester attractif pour les investisseurs étrangers. C'est pourquoi le procureur général de la République, Djamar Suleiman, sera nommé par décret en août 2023 coordinateur national du processus d'évaluation mutuelle conduit par le groupe d'action financière de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Gafimoun, et la conseillère juridique du président de la République, Souad Hussein Farah, en tant que coordinatrice nationale adjointe, avec pour mission de coordonner et diriger l'ensemble des travaux relatifs à l'évaluation mutuelle. À quelques jours du lancement de cette évaluation, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a tenu le 4 février une réunion avec toutes les parties prenantes. Djibouti doit continuer sa quête de devenir un hub financier régional. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État a appelé à se mobiliser de manière concertée et cohérente pour démontrer l'efficacité de notre dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme. Il n'est d'ailleurs pas utile que je rappelle ou que je mette l'accent sur la nécessité de la réussite de cette évaluation, qui revêt une grande importance pour notre pays, notamment dans les enjeux complexes liés au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme, la mise en œuvre efficace des recommandations du GAFI est essentiel pour renforcer notre cadre de lutte contre ces menaces et assurer la viabilité financière de notre pays. Pour démontrer son engagement, le gouvernement va aller plus loin dans la lutte contre ces menaces afin de limiter les risques de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en examinant 3 projets de loi en Conseil des ministres le 27 février dernier. Le premier projet de loi complète et modifie la loi de mai 2011 sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime et a donc pour objectif de renforcer le cadre juridique à la lutte contre le blanchiment de capitaux, de déterminer les mesures visant la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de faciliter les enquêtes, les poursuites et la coopération internationale y étant relative. Le deuxième projet vise à doter davantage notre pays d'un arsenal juridique spécifiquement adapté à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves, dans le respect des principes fondamentaux d'un État de droit. Enfin, un troisième projet qui permettra à notre pays de se conformer aux recommandations du GAFI et d'améliorer significativement le dispositif existant en la matière. Ces 3 lois viennent compléter le cadre légal en vigueur et renforcent les mesures de prévention et de sanctions. Autant de dispositions pour rester en phase avec les 40 recommandations du Gafimoun. Dans le cadre de cette mission, l'équipe d'évaluation du Gafimoun s'est entretenue avec les acteurs impliqués des secteurs publics et privés pour s'informer sur l'efficacité des méthodes utilisées par ces derniers dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. De ce fait, les différents responsables des institutions concernées ont démontré les dispositions et moyens utilisés pour contrecarrer ces menaces. Avant la fin de la mission des experts, Djibouti s'est ainsi donné toutes les chances de réussir cette évaluation mutuelle. Ce qu'on peut retenir, c'est que les évaluateurs ont été surpris par les niveaux d'engagement de Djibouti, par son niveau de réactivité, et surtout par le fait que ces niveaux d'engagement a été concrétisés pendant leur séjour, pendant les 2 jours où ils étaient là, par le changement complet du cadre légal et institutionnel de la République de Djibouti, puisque nous avons fait adopter en Conseil des ministres et fait voter hier 3 lois qui sont relatives au blanchiment notamment et à la lutte contre le terrorisme et qui ont été promulguées. Donc c'est déjà ce que les évaluateurs ou les gens qui sont venus évaluer la République de Djibouti ont tous allié un niveau de réactivité, un niveau d'engagement qu'ils n'ont probablement jamais vu auparavant.
Après cette étape, nous avons une étape assez cruciale, c'est le face-à-face qui se tiendra en septembre de cette année 2024. Et ça sera à Bahreïn. C'est une étape cruciale. Ça sera l'étape où l'État de Djibouti pourra encore une fois revenir évidemment sur les recommandations qui nous ont été faites, mais aussi de déployer, comme l'a rappelé le procureur général, tout le cadre institutionnel et législatif dans sa phase efficacité. Ensuite, la République du Djibouti est invitée à la séance plénière qui se tiendra à Bahreïn au mois de novembre, le 8 novembre exactement. Et effectivement, ce sera l'occasion à nos politiques cette fois-ci. Ce ne sera plus l'étape des techniciens. Nous allons monter en puissance et donc c'est l'étape où notre État, avec on va dire une représentation politique, pourra se rendre devant le GAFI et démontrer les efforts fournis par notre République. Le rapport d'évaluation permettra à Djibouti d'identifier les domaines où son système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme doit être renforcé. Mais déjà, au fil des années, des avancées majeures ont été enregistrées. Et de là, nous passons à l'essentiel de l'actualité internationale à Gaza. 5 morts dans le largage d'aide humanitaire. L'aide humanitaire arrive tant bien que mal à Gaza, insuffisante, au compte-gouttes et dans des conditions dramatiques. 5 personnes ont été tuées par des colis largués par avion près du camp de réfugiés d'El Shati. Cet accident illustre le danger de livrer l'aide par voie aérienne, insiste sur la nécessité de sécuriser les livraisons terrestres selon l'ONU. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.